Madame, Monsieur, bonsoir. Il reste 243 jours avant les prochaines élections présidentielles américaines. Et sans vraiment de surprise, tout porte à croire qu'on se dirige vers un remake de 2020. De fait, un duel Trump-Biden se précise compte tenu des résultats des primaires. Un Super Tuesday plutôt monotone, puisque c'est un quasi carton plein pour Donald Trump, d'abord, qui a, à l'exception du Vermont, a remporté les 14 États sur les 15. Son adversaire Nikki Haley donc, a remporté le Vermont, largement distancié. Cette dernière met fin à sa campagne. Du côté des démocrates, le président Joe Biden rafle tout sauf le caucus démocrate des Samoa, un petit territoire américain situé dans l'océan Pacifique Sud. Aussi, Michelle Obama douche les espoirs de ceux qui espéraient voir l'ancienne première dame représenter le Parti démocrate à l'élection présidentielle. Elle devrait toutefois prêter main forte à Joe Biden, comme ce fut le cas en 2020. L'emploi, l'inflation, la crise de l'immigration à la frontière américano-mexicaine et la politique étrangère américaine, voici les dossiers chauds sur lesquels surfent les deux candidats. Et bien qu'il soit à la peine dans les sondages, Joe Biden défendra cette semaine dans le traditionnel discours de State of the Union devant le Congrès son bilan et déroulera sa vision pour l'Amérique. Et s'il y a une leçon à retenir, notamment de 2020, c'est que les sondages n'engagent que ceux qui y croient. Une chose est sûre, en revanche, 2024 risque de transformer la géopolitique mondiale, en tout cas à court terme. J'accueille pour le débat de ce soir depuis Washington l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonjour et merci de vous joindre à nous depuis Washington. Bonjour. Et avec moi sur le plateau, l'expert en relations internationales, Feth Boutaleb. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Un immense plaisir de l'accueillir de nouveau sur le plateau de Questions d'Actu. Il n'est plus à présenter, Idriss Essaoui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Merci à vous. Alors, 15 États ont voté hier pour désigner les candidats à l'élection présidentielle. Calvin Dark, un peu de pédagogie pour qu'on comprenne ce que c'est que ce Super Tuesday. Comment ça marche? Qui vote? Oui, et en fait, commençant en janvier jusqu'à hier, nous avons eu des élections primaires dans 5 ou 6 États et la ville de Washington, D.C. Mais Super Tuesday, c'était le moment où 15 États pour les républicains étaient en jeu. Et c'était le moment aussi, vu qu'il n'y avait que 2 candidats pour les républicains, après Super Tuesday, l'éventuel candidat officiel des républicains sera choisi. Et c'est évident que ça, c'était le cas. C'était Donald Trump par beaucoup. Oui, et qu'en est-il du côté des démocrates? Est-ce que ces primaires, est-ce que ce Super Tuesday donne la tendance pour l'élection présidentielle? Est-ce que déjà on commence à déceler peut-être le candidat qui remporterait les élections en novembre prochain? Oui, et je crois que ça, c'est les 2 leçons des élections primaires pour les 2 candidats. Pour Biden, par exemple, son défi majeur, c'est de mobiliser tous les groupes des électeurs qui l'ont soutenu en 2020. On a vu dans l'État de Michigan, par exemple, il y avait à peu près 110 000 gens qui ont voté en blanc pour protester à la position de Biden dans le conflit dans le Moyen-Orient avec Israël à Gaza. Et aussi, dans les autres États, il y avait un signe de soutien pour un autre candidat démocrate. Mais ça, c'est vraiment un message à Biden que pour gagner, il doit mobiliser ces gens. Et la peur des démocrates, c'est pas qu'ils vont soutenir Trump, c'est qu'ils vont rester à la maison. La leçon pour Trump, c'était, bon, le Parti républicain, c'est bien le parti de Trump, mais il doit regagner à peu près 30% des républicains qui ont voté pour Nikki Haley. Et je crois que la majorité de ces électeurs vont voter pour Trump en novembre. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ce groupe de Never Trump, jamais Trump? Sans leur soutien, il est impossible que Trump gagne dans l'élection générale.
Très bien. Peut-être une information complémentaire faite de Botaleb en ce qui concerne la tendance pour les résultats des élections présidentielles, compte tenu des élections primaires qui viennent donc, qui sont toujours en cours, elles ne sont pas terminées. Mais que représentent ces 15 États en termes de poids? En fait, le Super Tuesday est très pratique pour les partis, les deux grands partis. Ça leur permet d'accélérer donc la campagne pour pouvoir, au lendemain du Super Tuesday, avoir une vision claire sur les 8 mois, le long chemin sur 8 mois qui les sépare de la date des élections. Donc, au lendemain aujourd'hui du Super Tuesday, on voit bien les traits qui se dessinent et on voit bien qu'on va vers un nouveau duel Trump-Biden. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les résultats. En fait, c'est encore trop tôt. On n'a pas encore à 100% les résultats du dépouillement des élections d'hier. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir si, en termes de vote populaire, il y a eu une mobilisation supplémentaire des républicains par rapport aux démocrates. Si on constate qu'il y a eu plus en termes de vote populaire, même si, et je suis sûr que M. Aissaoui va parce qu'on en débattait en off, M. Aissaoui va revenir dessus, mais c'est vrai que c'est le nombre de délégués qui compte, comme le nombre de grands électeurs qui comptent qui compteront en novembre pour l'élection. Mais c'est intéressant de voir s'il y a une mobilisation populaire, puisque Trump, en 2016, avait perdu le vote populaire. Exactement. En 2020, encore une fois, avait perdu le vote populaire. Et les républicains, en réalité, depuis 30 ans, ont un problème avec le vote populaire. Ils ne gagnent qu'avec les grands électeurs. Ils gagnent beaucoup moins avec les votes populaires. Donc, ils concentrent leurs efforts sur les swing states. Mais si on voit qu'il y a eu une mobilisation populaire hier en faveur de Donald Trump, c'est un signe supplémentaire qui va dans le sens d'une victoire de Trump en novembre. Si on voit à l'inverse... Est-ce que c'est intéressant parce que l'approche des démocrates est que, comme vient de l'expliquer Calvin Dark, c'est qu'ils ne votent pas ou ils votent blanc. Au contraire, les républicains, même si en fait ils ne sont pas très à l'aise avec ce candidat Donald Trump, mais ils votent tout de même pour lui. Alors, en fait, ils ne sont pas... Est-ce que c'est une question aussi d'idéologie des deux partis qui est différente? Les démocrates sont très différents. Non, c'est pas ça. En oui, fait, c'est dressé, ça. Là, d'abord, ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait, c'est un système d'élection qui est développé aux États-Unis par les grands électeurs et qui permettent de préparer le candidat pour aller vers un face-à-face avec le candidat de l'autre côté. Nous avons le président actuel au niveau des États-Unis, il bénéficie déjà d'un aura et d'une existence en tant que telle. Il n'a pas besoin de prouver ce qu'il peut faire parce qu'il a des résultats sur la croissance, il a des résultats sur l'emploi, il a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il va les étaler au moment où il va présenter sa candidature. Il va dire « moi, ce que j'ai fait, voilà ». Alors maintenant, Donald Trump, c'est un outsider qui viendra dire, parce qu'en fait, il a toujours considéré que Joe Biden est un mauvais président, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à engager les réformes qu'il fallait pour que les États-Unis soient véritablement celles que tout le monde espère voir. Or, aujourd'hui, nous avons Trump qui va, c'est-à-dire on le verra probablement par rapport aux grands thèmes que vous avez cités tout à l'heure, sur l'emploi, sur la politique étrangère, sur les grands conflits qu'il y a en Ukraine, etc. Trump a une vision, il a une vision très particulière, parce que pour lui, la Russie n'est pas fautive. Et la Russie est un pays avec lequel il faudra travailler. Alors, l'Ukraine, c'est un autre problème. Il n'est pas d'accord avec ceux qui vont pouvoir aller vers le soutien des candidats. Il y a également Gaza et la Palestine. Et cette sortie de Kamala Harris, la première fois où Kamala Harris appelle un cessez-le-feu immédiat. Et c'était juste avant le Super Tuesday. C'est à se demander le timing de la sortie quand même qui a étonné tout le monde, sur la scène internationale notamment, cette sortie de Kamala Harris à la veille de Super Tuesday pour appeler à un cessez-le-feu immédiat. Bon, cela dit, ça tombe aussi au lendemain de ce cauchemar des Palestiniens, des Gazaouis qui se sont rassemblés pour récupérer leur l'aide, notamment alimentaire, et qui ont été pris pour cible par
les balles israéliennes, bon, version que Israël dément, mais cela dit, il y a eu cette sortie, mais malgré ça, Joe Biden, la course difficile s'est déroulée, la plus difficile s'est déroulée au Minnesota, où 19% des démocrates ont voté sans engagement. C'est exactement ce que disait Calvin Dirk, principalement pour protester contre sa position sur la guerre à Gaza. Mais vous avez parlé de l'économie. Calvin Dirk, pourquoi les Américains ne donnent pas vraiment de crédit à Joe Biden pour la croissance? C'est-à-dire que les chiffres de croissance ont dépassé les prévisions, donc c'est une bonne chose normalement pour Biden, mais cela n'a pas réellement joué en faveur du candidat qui brigue une deuxième élection. Oui, ça c'est vrai, et ça c'est vraiment un défi pour Biden parce que le vibe, le feeling des électeurs américains ne correspond pas à la réalité selon les chiffres. Alors, ça va être le focus, par exemple, pour le discours State of the Union cette semaine. Mais aussi, un autre défi, Trump, dans son discours hier, il a présenté une fausse nostalgie. Okay? Il a dit pendant son mandat, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème d'immigration. Il a dit que l'économie américaine était la meilleure dans l'histoire du monde. Et le problème, c'est que cette image du passé, c'est un peu exagéré en sa faveur. Et la campagne Biden, ils vont avoir un défi de démentir cette fausse nostalgie. Ils vont rappeler les électeurs américains du chaos, des destitutions, des démantèlements bon, de nos relations. Oui, c'est un peu en fait, c'est un peu les arguments que chacun sort pour contrer l'argumentaire de l'autre. Mais cela dit, est-ce que les Américains vraiment sont satisfaits du bilan économique de Biden ou entre tous les sujets chauds justement d'une campagne électorale, finalement, les Américains, ils ne voient pas d'un très bon œil ce bon résultat ou ce bon bilan économique de Joe Biden. D'autant plus que, il faut le rappeler, après la Covid-19, l'administration Biden a mis la main à la poche et a distribué beaucoup d'argent. C'est de se dire aussi que ça ne peut qu'avoir un effet positif sur l'économie. Mais quid de l'endettement? Oui, et aussi, 8 mois, c'est beaucoup de temps dans la politique. Et c'est vraiment possible que si l'économie, selon les chiffres, c'est l'économie réelle pour les électeurs dans les semaines avant l'élection, ça va beaucoup changer les avantages pour Biden. Et je crois qu'un des défis de Trump, c'est de comment vraiment dire que Biden n'a pas fait un good job sur l'économie avec les chiffres qui sont en sa faveur. Ça va être un défi pour Trump. Oui. Alors, ça va être un défi pour Trump. Et pour certains, Hafid Boutaleb, ce n'était pas vraiment un Super Tuesday, c'était un Boring Tuesday. Parce que ça a consacré ce que les médias pronostiquent depuis déjà quelques semaines, c'est-à-dire une élection qui va opposer les deux présidents sortants, parce que ce sont deux présidents sortants. Non, mais parce que aussi Biden n'a pas vraiment de candidat. Oui, et puis, à la limite, il y avait Nikki Haley face à Donald Trump. Mais là, bien vu, mais quand bien même, il y en a un autre. Mais là, qui est dans la course aujourd'hui dans le camp démocrate? C'est jamais arrivé que le président sortant d'un parti puisse être remis en cause à la veille des élections. C'est-à-dire que les partis politiques vont toujours systématiquement soutenir leur président. Quelle que soit sa condition. Surtout qu'effectivement, il y a de bons résultats. Il ne faut pas oublier, non seulement c'est une croissance entre 2,5% et 3% sur tout le long du mandat de Joe Biden, mais il y a en plus... en moyenne. Il faut enlever les années Covid et puis par la suite le rebond d'après l'année Covid où effectivement la planche à billets a bien fonctionné. Bien sûr, on va dire ça. Effectivement, mais il y a aussi 12 millions d'emplois qui ont été créés, le taux de chômage le plus bas de l'histoire des États-Unis depuis 50 ans, depuis un demi-siècle. Donc il y a des signaux qui sont... Et puis aussi le stock exchange, donc la bourse, les indices boursiers qui sont au sommet de leur histoire pour le coup. Ils ont atteint des sommets pendant cette administration des démocrates. Donc tout cela, c'est des chiffres positifs. La vraie question, c'est pourquoi, c'est ça la vraie question, pourquoi les démocrates n'arrivent pas aujourd'hui, jusque-là, à montrer toute cette positivité. Et à mon sens, c'est parce que dès le début du mandat des démocrates,
une partie des dirigeants du Parti démocrate s'est attelée à essayer de démanteler d'abord l'œuvre de Trump, si on peut parler d'une œuvre, mais aussi, surtout, à prendre une revanche. Et quand on essaie de prendre une revanche, on est à l'opposé du rassemblement. Et à mon sens, si les démocrates voulaient réellement aller vers une réélection, il fallait s'assurer d'être beaucoup plus rassembleurs. Or, ils n'ont pas été rassembleurs, absolument pas. Et ils ont provoqué tous ces scandales, toutes ces affaires pour s'assurer que Donald Trump n'allait pas être réélu. C'est exactement l'effet inverse. Vous dites ils ont provoqué ces scandales. Je vous arrête là-dessus, Hafed Boutaleb. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont provoqué ces scandales. On voit bien que, d'abord, le traitement médiatique. Ça fait sourire Calvin Dark. On le voit sur l'écran là. Au Colorado, le Colorado est un parti bleu, c'est un État bleu, c'est-à-dire un État pour les démocrates. Donc on ne s'étonne pas de l'interprétation des juges qui sont plutôt d'obédience démocrate. Donc on a le sentiment qu'il y a eu une chasse aux sorcières qui a ciblé Donald Trump, ce qui a attisé la sympathie de l'électeur américain pour Donald Trump. À mon sens, si les démocrates voulaient vraiment faire oublier Trump, il ne fallait pas en parler absolument pas pendant 4 ans et se focuser sur leur bilan. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait et ils ont provoqué l'effet inverse. Donc ils ont augmenté, d'abord, ils n'ont pas fait oublier Donald Trump auprès des médias, ce qui est déjà en soi une prouesse, une contre-performance pour eux. Et puis surtout, ils se sont acharnés contre lui, donc ils ont renforcé son discours qu'il est le candidat anti-système alors qu'il ne l'est absolument pas. Donc ils ont renforcé auprès de la masse l'image d'un Donald Trump candidat anti-système que tout le monde, même les républicains, l'establishment républicain, en plus des démocrates, s'acharne contre lui et qu'il est lui le représentant de l'Amérique profonde, de l'Amérique populaire. C'est le travail des démocrates contre Donald Trump pendant 4 ans qui lui a permis de renforcer son récit à lui, son narratif à lui. Donc ils ont été contre-productifs. Ils ont été productifs sur le terrain, mais contre-productifs sur la manière d'exploiter le résultat. Et ça, c'est dommage pour le Parti démocrate. Alors justement, Drissa, vous aviez quelque chose peut-être à ajouter par rapport à cela, et surtout cette décision de la Cour suprême. Alors en fait, ce qu'il y a à voir, nous avons Donald Trump ne peut pas revenir en arrière par rapport à un certain nombre de choses qui lui sont reprochées. C'est ça le problème. C'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Donald Trump va être présenté. D'ailleurs, on n'a pas encore de solution aux choses qui lui sont reprochées. Parce qu'il avait demandé à ses militants d'aller investir l'espace du Parlement, etc. Donc c'était un moment très difficile. Autre chose importante, c'est que la rue américaine aujourd'hui, quand on voit les manifestations qui sont organisées, ce sont des jeunes qui viennent vous demander à ce que Gaza ne soit plus ciblée par pas les Palestiniens, par l'armée israélienne. En fait, il y a que l'extrême droite à Israël qui cible les citoyens. Et aux États-Unis, aujourd'hui, on a vu des drapeaux de Palestiniens qui étaient arborés, présentés et qui circulent dans les rues. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier que ce sont des choses qui vont revenir. C'est ça le problème. Et Donald Trump, aujourd'hui, ne peut pas oublier le fait que beaucoup de choses vont lui échapper. Et demain, si jamais, on va supposer qu'il va, d'ici 8 mois, qu'il va se présenter aux élections et qu'il va pouvoir gagner. On va faire cette hypothèse. Mais par la suite, il a un certain nombre de problèmes à résoudre. Lui, il vous dit, moi, j'ai plus de problèmes. L'Ukraine, je ne m'en occupe pas. En gros, on va plus envoyer d'argent ou d'aide à l'Ukraine. Absolument. Calvin Dark, juste avant de continuer sur cette question essentielle de cette nouvelle campagne de Donald Trump, parce qu'elle a un peu changé de ton, on le sent, c'est cette décision de la Cour suprême américaine. On veut vraiment décortiquer cela. 9 juges de la Cour suprême annulent une décision de la justice de l'État du Colorado. C'est ce que évoquait tout à l'heure Hafed Boutaleb. D'abord, quel symbole renvoie cette décision? Quel est l'impact direct sur
eh bien, la candidature du camp républicain et surtout, très très important, est-ce que Donald Trump n'essaye pas de gagner du temps avant le 5 novembre? Oui, ça c'est vrai, ça c'est vraiment un facteur décisif. Mais je veux dire une chose à propos des procès de Donald Trump. C'est pas Joe Biden ni les démocrates qui ont mis les documents de renseignement dans le salle de bain de maison de Trump en Floride. Ils n'ont pas appelé le gouverneur de l'État de Georgia pour menacer de changer les résultats de l'élection. Et en fait, honnêtement, le Parti démocrate n'est pas si doué pour faire ce genre de manipulation, même si vous voulez le faire. Maintenant, pour les décisions de la Cour suprême... Après, les deux positions n'engagent que vous, Hafed. Ce que vous dites n'engage que vous, et ce qu'a dit Hafed Boutaleb n'engage que lui. Mais c'est intéressant de voir ces deux points de vue, parce qu'effectivement, ce qu'a dit Hafed Boutaleb est quelque chose qui est d'ailleurs défendu par un bon nombre de républicains et de médias américains, sans appartenance politique. Oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est vraiment le raisonnement derrière la décision de la Cour. Je comprends pourquoi ils ont pris cette décision et je crois malheureusement ce n'est pas une décision basée dans la Constitution, dans la loi. C'est plutôt basé sur le fait que s'ils avaient soutenu la décision de la Cour dans l'État de Colorado, ça c'est vraiment l'intervention électorale selon Trump dans les élections. Même une des juges, Amy Coney Barrett, elle a dit que le rôle de la Cour suprême, c'est de ne pas ajouter à la tension pendant ces élections. Et je crois aussi, les juges savent que le prochain cas de Donald Trump devant le cour, c'est immunité présidentielle. Et ça va être contre Donald Trump. Ils savent ça et ils ne veulent pas donner l'impression que la Cour suprême soutient les démocrates ou sont contre l'ancien président Trump. Oui, mais bon, la décision quand même concernant l'État du Colorado se fonde sur le 14e amendement de la Constitution américaine. Oui, et en fait, cette partie de la Constitution, c'était après la guerre civile. Oui, et c'était un compromis entre le Nord et le Sud, parce que la question, c'était que, OK, il faut mettre la moitié du pays dans prison. Ça, c'est pas faisable. Alors, le compromis, c'est que ces gens-là ne peuvent pas intégrer dans le système américain au niveau fédéral. Et maintenant, le précédent est que même si je participe ou j'incite à une insurrection comme le 6 janvier, ils ont dit que le Congrès, c'est une décision du Congrès américain, c'est pas une décision d'un et des États. Et ça va être un problème, je crois, dans l'avenir au niveau constitutionnel. Très bien. En parlant d'avenir, l'avenir de Nikki Haley, Calvin, elle se retire donc. En fait, la question qui revient aussi, pourquoi a-t-elle insisté pour vraiment tenir tête à Donald Trump? Et rappelons que pour ses primaires, elle a remporté le Vermont, ce qui m'amène aussi à vous poser la question, pourquoi le Vermont? Le Vermont, parce que le gouverneur est dans l'État de New Hampshire. Il est très populaire en Vermont. Et en Vermont, les républicains sont beaucoup plus modérés. Et ce n'est pas un État très grand. Alors, elle avait des avantages là-bas. Et je crois que Nikki Haley a resté dans la course parce qu'elle veut être le candidat I told you so. C'est-à-dire, si Trump ne gagne pas dans l'élection générale, elle peut se positionner en 2028. J'ai dit qu'il ne pouvait pas gagner dans l'élection générale. Si Trump gagne, et ça va être le chaos, les distractions de ces problèmes juridiques, elle va dire, je l'ai dit,
il ne peut pas se concentrer sur l'agenda républicain à cause des distractions et le chaos. Alors, ça, c'est vraiment le positionnement de Nikki Haley pour 2028. Et aussi, avant février, la question, c'était peut-être elle se positionne pour être la candidate à la vice-présidente. Ça, c'est pas une question. C'est plutôt probable que moi, je sois le candidat à côté de Trump que Nikki Haley, parce qu'elle a vraiment changé le ton de son discours contre Trump. C'est impossible qu'elle joigne maintenant Trump dans la course. Exact. Et qu'est-ce que ça changerait cela, Hafed Boutal? Déjà, par rapport au Vermont, il faut dire qu'un républicain du Vermont, si vous le prenez, le mettez au Texas, on le perçoit comme un démocrate. Il est bleu. Enfin, il est bleu, il n'est pas en bleu. Mais oui, il ne serait certainement pas républicain. C'est une région qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Et c'est par exemple les États comme le Maine, le Vermont, ce sont des États très libéraux. Et les républicains de ces États-là seraient assimilés à des démocrates un peu plus au sud, en termes de leur positionnement, leurs valeurs, etc., et leur ancrage idéologique. Donc, au contraire, en fait, Nikki Haley, maintenant, je ne pense pas qu'elle ait un véritable avenir au sein du Parti démocrate, et je crois que, d'abord, Trump va se faire un malin plaisir pour vraiment réduire et anéantir ses supporters, puisque c'est un peu la personnalité que Trump montre au quotidien. Lui aussi est un grand revanchard et rancunier, mais surtout, le souci avec Nikki Haley, c'est qu'elle a été perçue comme étant le cheval de Troie des démocrates au sein de la primaire républicaine, par la plupart des républicains. On peut parler de 75 à 80%. De la base, en fait. De la base des républicains. 75 à 80% des républicains supportent Donald Trump. Et on peut dire aujourd'hui que le Parti républicain est le parti de Donald Trump? Oui, et ça, ce n'était pas gagné il y a quelques années. Et Trump a réussi son pari de faire une OPA, un hold-up sur le Parti des républicains. L'establishment républicain est réduit à néant. Mitt Romney et Jeb Bush ne représentent plus rien, qui étaient, eux, il y a à peine une décennie, c'était des ténors du Parti républicain. Donc, même DeSantis, qui s'est démarqué, bien, il ne faisait pas le poids, si je peux me permettre l'expression, face à un Donald Trump. De Ron DeSantis pesait à la veille de son abandon de la course à la primaire républicaine. À la veille de son abandon, il pesait 10 à 12%, pendant que Trump, lui, était à 60-65%. Donc, bien sûr, Donald Trump, aujourd'hui, lui-même, c'est l'incarnation du Parti républicain. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il a réussi pendant ces 4 ans, en partie grâce à l'acharnement des médias et des démocrates. Et je dirais encore une fois, toute publicité est avantageuse. Il ne fallait faire aucune publicité si les démocrates voulaient vraiment faire oublier Donald Trump. Mais non, ils n'ont pas réussi à l'oublier eux-mêmes, encore moins à le faire oublier au peuple américain ou à la base républicaine. Et Nikki Haley est un peu l'illustration de cela. C'est-à-dire qu'elle est pour les républicains l'incarnation de l'establishment en général, qu'il soit démocrate ou républicain. Et donc, je dis ça à la suite de son acharnement contre Donald Trump. Et donc aujourd'hui, elle n'a plus réellement d'avenir au sein de la base des républicains. Donc en réalité, elle a joué contre elle-même, surtout à se maintenir pour ce Super Tuesday. Il ne fallait pas, en parlant pour Nikki Haley, si j'étais du camp de Nikki Haley, je ne l'aurais pas poussé à continuer pour le Super Tuesday. Bien au contraire, je l'aurais poussé à négocier avec Donald Trump pour son avenir politique. Et aujourd'hui, il me semble que son avenir politique au sein du Parti démocrate est quand même assez compromis. Au sein du Parti républicain. Ça ne peut pas être la candidate de 2028 comme, non, je ne pense pas. Comme elle le prétend. Elle l'a rappelé, Calvin Harris. Je ne pense pas. Même si Donald Trump perd en 2024, je ne pense pas qu'elle aura un avenir en 2028. Mais ça, c'est... On dit que c'est DeSantis pour oui, pour voilà, je pense que, par exemple, l'attitude de Ron DeSantis et la manière dont il a géré son antagonisme avec Trump et ensuite comment il a négocié de se rallier à Donald Trump, je pense que là, ça le place bien au-dessus du Nikki Haley pour 2028. Alors, les dossiers chauds, des sujets incontournables. On en a parlé tout à l'heure donc, de l'économie, qui dit économie dit aussi inflation. Donc, l'inflation, d'un côté... Bien, les chiffres sont là, elle est au plus bas en 2023 depuis quelques années, je crois depuis 3 ans. L'immigration. Et ce dossier brûlant de l'immigration. C'est là où le bas blesse. C'est là où Trump il est intraitable sur cette question. Il n'a jamais changé d'attitude. Il a toujours considéré que l'immigration est le mal par lequel
pour lequel les États-Unis doivent réunir toutes ses forces. Et il a dit ça par rapport au Mexique, par rapport à tous ceux qui, les wait bats, comme on les appelle, les dos mouillés, qui viennent justement aller aux États-Unis et qui prennent ce qu'il considère, lui, comme étant le pain des Américains. Je pense que ça va être très, très compliqué à gérer. Est-ce que vous pensez que la frontière mexicaine est beaucoup plus poreuse du temps de Biden que l'était au temps de Trump? Du temps de Trump, il y a beaucoup de choses qui ont changé, sincèrement. Il a construit d'abord un mur, ce qui était impossible pendant un moment. La surveillance des frontières. Il n'a pas fini. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé, mais il n'a pas vraiment vu le jour. Et c'est pas le Mexique. Et c'est pas le Mexique qui a payé pour le mur. Moi, je pense que c'est beaucoup de communication, beaucoup d'effets d'annonce qui ont été faits par Donald Trump. Je pense que ce qu'il faudra attendre maintenant, c'est tout. D'abord, attendre si Trump va être calé pour ses affaires juridiques. Là, il doit se présenter, je pense qu'il a un procès le 25 mars à New York, déjà. Donc, on attendra ce qui va être... démocrate. Voilà. De toutes les manières, sur ça, on est obligé d'attendre ce qui est important aux États-Unis, c'est que les juges sont indépendants. Il faut le dire. Oui, surtout, écoute, à part on va dire la Cour suprême, qui est... Mais la procureure de New York est démocrate. Voilà. La procureure générale de New York. Ah oui, nul doute de la transparence vraiment et de l'indépendance du système judiciaire américain. Mais est-ce que vous pensez que ces décisions-là risquent de changer quelque chose d'ici au 5 novembre, Driss El Aissaoui? Je pense que c'est-à-dire qu'en fait, c'est un process. Est-ce qu'on va grignoter sur les parts et sur la crédibilité de Donald Trump? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'avait pas cru que ce monsieur allait véritablement devenir le candidat républicain aux États-Unis. Et il l'est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Que pour lui, c'est de faire un deuxième mandat. Ça, c'est le rêve de sa vie. Et il donnerait tout pour le faire. Et bon, il n'a pas assez, parce que là... il lui manque 200 délégués. Exact, il est à 1215. Non, en fait, il lui faut 1200. Il se rapproche des 1215, pardon. Voilà. Il se rapproche des 1215 à la Convention républicaine dont il a besoin, donc, comme vous le disiez, pour sceller sa nomination. Et la nomination à la tête du parti, c'est prévu pour juillet. C'est une autre date importante, vous avez évoqué tout à l'heure, Driss El Aissaoui, le 25 mars. C'est quasiment acquis pour lui. Quasiment. Il n'y a plus de surprise, effectivement. Mais ce qu'on voit, ce qui revient dans les médias internationaux, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui écoutent Donald Trump. Beaucoup de gens qui l'écoutent. À tort ou à raison, mais il a quand même sa base. Il a une base importante. Qui s'élargit. Absolument, qui s'élargit de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. We are the best. C'est ça le problème. Il faut le montrer, il faut le démontrer, il faut aller le faire. Alors tout ça, ça veut dire que les élections aux États-Unis vont être déterminantes pour les deux candidats, mais particulièrement pour Trump. Ça va être très compliqué avec tous ces procès qui se profilent à l'horizon. On va peut-être gratter un tout petit peu de sa légitimité. Je pense. Alors, elles seront déterminantes, pas simplement pour Joe Biden et Donald Trump, parce que nous sommes en train de parler de la première puissance mondiale. C'est pour ça qu'on traite de cette émission aussi, de ce sujet aussi dans l'émission, pardon. C'est parce que elles vont, et je le disais dans mon préambule, dans mon édito, elles risquent de refaçonner cette géopolitique mondiale. C'est un fait. Si c'est Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche avec tout ce qui se passe dans le monde, ce qui pousse aussi des éléments du renseignement américain à émettre de sévères avertissements concernant les menaces étrangères à la sécurité, à l'intégrité des élections américaines. Calvin Dark. Et à demi-mot, la Russie est pointée du doigt une nouvelle fois. C'est l'interventionnisme russe dans ces élections américaines.
Et surtout avec ce qui se passe, avec une guerre en Ukraine que mènent les Russes en Ukraine, est-ce que cela, selon vous, hein, en toute bien sûr objectivité, risque de peut-être avoir plus d'impact que ce fut le cas en 2020 ou en 2016 ? Avec bien sûr la désinformation, avec la propagande russe, notamment sur les réseaux sociaux, et finalement qui joue en faveur du candidat qui est peut-être soutenu par Moscou. Oui, premièrement, je veux dire, excusez-moi, mais Trump, il n'élargit pas sa base de soutien. Surtout pour l'immigration, je voulais vous dire que son problème, c'est la communication. Ça va être un match nul pour l'immigration entre Biden et Trump. Pourquoi? Trump ne savent pas accepter le win. Biden n'a pas une solution pour le problème d'immigration. Et si Trump le laisse exister sans solution, il pouvait gagner. Mais non, ce qu'il fait, il essaie de mobiliser sa base avec ses mots racistes. Il a dit hier beaucoup de choses sur les immigrés. Ils sont sortis des institutions mentales, ils sont des prisonniers et tout ça, en pensant que ça va vraiment fortifier sa position. Mais ce que ça fait, ça mobilise sa base qui est déjà avec lui. Mais les gens, les indépendants dans le centre, qui savent qu'il y a vraiment un problème d'immigration, ils ont peur de soutenir quelqu'un qui est si raciste. Parce que, comme les républicains en Vermont, leurs voisins sont des démocrates. Ils ne veulent pas être les républicains qui ont voté pour le raciste contre les immigrés. Ça va être un problème pour l'immigration. Pour la Russie, Trump va avoir un problème aussi parce que sa politique étrangère est complètement l'opposé de la politique étrangère traditionnelle du Parti républicain. Et ça va être très difficile de dire, bon, l'Amérique n'est pas le pouvoir dans le monde pour régler les conflits entre, par exemple, la Russie, l'Ukraine, Israël, à Gaza. Et je crois que sa base va soutenir ça, mais il va avoir l'image faible, surtout quand Biden et la campagne de Biden mettre les publicités 24 sur 24, des moments avec Trump et Poutine, où il essaie de prendre le mot de Poutine au lieu de renseignements américains. Ça va être vraiment un défi pour Trump. Et aussi, Poutine, il a dit qu'il préfère Biden pour le président. Ça, c'est vraiment une contribution à la campagne de Trump. Et Poutine le savent. Ils savent que Trump instrumentalise ces mots pour dire, bien sûr, Poutine veut Biden à la Maison-Blanche parce qu'il est faible. Il sait que si j'étais président, il n'y avait pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et je crois que ça va être le message de la campagne de Trump et du Parti républicain. Mais alors, juste pour revenir à la question migratoire, Joe Biden lui-même ne nie pas que les États-Unis sont confrontés à des arrivées records de migrants. 300 000 arrestations en décembre. Je veux dire, jamais, et c'est pour ça que j'ai interpellé Driss Essaoui là-dessus tout à l'heure, jamais la frontière avec le Mexique n'a été aussi poreuse. Preuve en est, on ne trouve pas que des migrants d'origine sud-américaine parmi les migrants, mais là, c'est un fait, ils viennent de partout, d'Afrique, Afghanistan, enfin, des pays généralement où il y a des guerres, et c'est pour demander aussi l'asile qu'ils se déplacent là-bas, mais vous allez en convenir, et même Joe Biden ne le nie pas. C'est-à-dire que sur cette question migratoire, c'est un flop pour l'administration Biden, selon vous? Oui, et ça c'est pourquoi ça va être un match nul entre Biden et Trump, parce qu'il y a vraiment un problème, mais le défi pour Trump, sa base, il croit en ce qu'il dit, que tous les immigrés sont des criminels et ils sont la source de tous les problèmes aux États-Unis. Bon, les démocrates, avec Biden, ils ne croient pas les propos de Trump
sur les immigrés. Mais les gens au centre, les indépendants, les électeurs clés, ils savent que Biden, il a accepté un compromis sur un projet de loi d'immigration qui a beaucoup perturbé la base de soutien chez les démocrates. Mais Biden a fait un bon argument. Il a dit c'est 75% du projet de loi républicain, c'est le meilleur qu'on peut faire maintenant. Alors, il faut soutenir ce projet de loi. Et même les républicains dans le Sénat et la majorité dans la Chambre, ils ont dit, OK, on accepte. C'est beaucoup plus qu'on avait avec Obama et surtout fait le commencement du mandat de Biden. Mais Trump, il a dit, il ne faut pas accepter. Pourquoi? Parce que ça va être un avantage électoral pour Biden. On va garder cette question pour après les élections. Ça va vraiment, vraiment être un problème pour les indépendants qui savent qu'ils instrumentalisent le problème d'immigration. Ils n'est pas vraiment intéressé à résoudre le problème. Hafed Boutaleb, peut-être sur cette question de désinformation, je sais que c'est votre deuxième casquette, vous êtes expert en relations internationales, mais vous êtes aussi dans les médias, notamment en Écosse, n'est-ce pas? Comment cette guerre contre la désinformation peut-elle être menée aujourd'hui, en connaissant bien sûr les avancées technologiques, en connaissant le deepfake avec toutes les vidéos qui sortent, où on ne peut même plus faire la différence entre un discours d'une IA de Trump ou de Biden et d'un réel discours. Et c'est un des sujets quand même clés, compte tenu de la profondeur géopolitique de ces élections américaines. Le deepfake est déjà utilisé par le camp de Donald Trump. Par exemple, récemment, une vidéo l'a montré entouré d'Afro-Américains pour montrer, relativiser un peu son côté raciste. C'est une vidéo qui a été débunkée, comme on dit, donc c'est une fausse vidéo. Et il y en aura beaucoup. Je pense aussi, du côté des démocrates, les deepfakes sur Joe Biden vont se multiplier, c'est sûr. Et l'IA va être utilisée. Et ça, il n'y a aucun doute. Je me souviens de la campagne, on se souvient tous de la campagne de Obama, qui était une campagne brillante en 2008, et il avait été élu surtout grâce quand même, Obama, aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un orateur né, ce qui n'est pas le cas de Joe Biden, mais les réseaux sociaux l'avaient beaucoup aidé, et on ne se doute pas de l'utilisation, parce que les réseaux sociaux ont été systématiquement utilisés ensuite, par la suite, dans les campagnes aux États-Unis. L'affaire avec Steve Bannon. Je ne me souviens plus du nom de cette affaire, mais ils avaient employé des logiciels pour aspirer les données de plusieurs électeurs neutres ou indépendants et pour les pousser à voter sur des questions sensibles pour chacun. Donc, ça avait été utilisé en 2016. Ça avait été utilisé aussi, d'ailleurs, cette affaire avec Steve Bannon, pareil pour le Brexit du Royaume-Uni, toujours en 2016. Donc, ça va être utilisé, ça va être employé, et les démocrates devraient faire très attention, puisque Joe Biden a cette réputation d'être un peu sénile, et malheureusement, il n'a pas réussi en 4 ans à infirmer cette réputation. Et donc, il y aura certainement des deepfakes qui vont insister sur les dérapages, les confusions de Joe Biden, puisqu'il en fait déjà hors deepfake. Donc j'imagine que les républicains vont beaucoup insister dessus. Et ça on n'en a pas parlé aujourd'hui pendant l'émission, c'est quand même l'état de santé de Joe Biden. Si, bien évidemment, les républicains exagèrent et tirent le trait, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a un vrai problème, puisque, effectivement, le président américain est souvent bafouillé, souvent confondu. C'est le candidat le plus âgé de l'histoire. La dernière en date, c'est Mitterrand-Macron. Oui, Mitterrand-Macron, le président égyptien, mexicain. Pour le Mexique, oui. Voilà. Donc, il y a eu vraiment des hors-textes qui vont rester dans l'histoire. Et surtout, c'est le président le plus vieux, le candidat américain le plus vieux de l'histoire, 82 ans. Donc, tout ça n'aide pas un peu, mais il faut rappeler que Donald Trump est également âgé, puisque bon, il approche les 80 ans. Il approche les 80 ans. Bon, alors, tout ça ne va pas un peu dans le sens des démocrates. Je reviens par rapport à la santé et à la posture, parce qu'il faut rappeler qu'un président aux États-Unis, et
quand on parlait de l'immigration, quand on parlait de l'économie, mais c'est vrai que l'image du président aux États-Unis, elle est fondamentale. Le président des États-Unis, c'est le trait d'union entre ces 50 États, c'est celui qui matérialise l'union de ces États. C'est la matérialisation des États-Unis, c'est le président des États-Unis. Or, ce président-là est censé incarner la force de l'Amérique, incarner la résilience de l'Amérique. Ce n'est pas ce qu'incarne. Malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui. Dans son apparence. Après, dans la réalité, c'est autre chose. Dans son apparence. Mais dans son apparence. Enfin, dans la réalité, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans sa team. Après, oui, mais c'est là où je posais la question. Aussi impopulaire soit-il, je dis il au pluriel, Trump et Biden, pourquoi ils raflent tout? Non, on ne peut pas dire qu'il... Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, et c'est à très juste titre, qu'il ne peut pas y avoir un autre candidat, même si il y avait des rumeurs sur Michelle Obama, d'ailleurs. Oui, il y avait des rumeurs sur Michelle Obama. Bon, vous en avez parlé, d'ailleurs, bon, elle ne se présentera pas face à Joe Biden, bien sûr. Pourquoi ça vous fait rire, Calvin Dark? Vous les avez vus, ces rumeurs, quand même. Ils ont même donné espoir à certains démocrates, qui voyaient bien une femme, d'autant plus afro-américaine, à la Maison-Blanche. Mais c'est tout à fait une invention des républicains de Fox News. Même hier, ils savaient que peut-être ça, c'est pourquoi la convention, le grand meeting pour les démocrates va être à Chicago. Mais je crois que la partie super de Super Tuesday, c'est juste ça. Le résultat, c'est que le rematch Biden-Trump, c'est maintenant la présidentielle, c'est le choix clair. Voici nos deux options, Biden et Trump. Point barre. Il ne peut pas y avoir une troisième option d'ici le 5 novembre. Vraiment, je vais finir le débat par cette question. La dernière fois, on avait commencé le débat par qui va remporter l'élection. Mais là, vraiment, dernière question pour ce débat d'aujourd'hui, messieurs. Est-ce qu'il peut y avoir un troisième candidat à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique? D'abord, ce que dit la Constitution, bien évidemment, mais aussi, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une surprise d'ici là? Ça va être compliqué, sincèrement. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour qu'il y ait un autre candidat qui va se présenter. Parce que c'est un processus très long. Ce n'est pas une élection directe, on va dire on se présente, etc. Donc c'est un process qui doit être préparé. Et il y a, tout à l'heure on a parlé de ça, il y a l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour les fake news, pour tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, les grands spécialistes, et bien sûr la Russie, mais aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'experts au niveau des fake news et on peut voir l'intelligence artificielle jouer un rôle fondamental dans l'orientation des votes parce que les gens, même s'ils n'y croient pas, c'est une réalité qui va s'imposer à tout le monde. Ouais, directeur du FBI, Christopher Wray, a affirmé cela. La désinformation est la plus grande menace de ces élections présidentielles. Troisième candidat ou pas? Non, il faut rappeler qu'il y a toujours plusieurs candidats aux élections présidentielles américaines. Il n'y en a pas juste deux, il y en a des dizaines même. Calvin Dark, qui est citoyen américain, peut nous le confirmer. Les listes, quand on va le voter, il y a plusieurs dizaines de candidats et les principaux candidats sont des noms qui sont parmi d'autres. Ils ne sont même pas au début, non, ils sont au milieu d'une foule de candidats. Mais c'est-à-dire avoir un troisième candidat crédible. Et là, la question, oui, non, mais c'est ça. Quasiment parce impossible. Que Michelle Obama, vous a, oui, mais quand même, alors, si elle était... C'était pour le compte des démocrates, ce qui n'est pas le cas. Évidemment. Les démocrates vont se rallier autour de Joe Biden. Il faut rappeler que les États-Unis ne sont pas un État unitaire, c'est un État fédéral. S'il doit y avoir un troisième candidat crédible, il faut qu'il aille dans les 50 États pour se faire connaître. Ça, c'est un processus trop compliqué. Il lui faut de l'argent, lever des fonds. Et tout le monde veut, il y a une certaine manière... Les médias veulent voir le match, le rematch plutôt, entre Biden et Trump. Tout le monde l'attend, ce débat en octobre. Et je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui va venir perturber cette prévision-là. Après, tout est possible. Calvin Dark. Oui, c'est pas possible qu'un candidat troisième parti gagne, mais je crois que le plan des républicains de soutenir Robert Kennedy Jr., ça va avoir un impact parce que aux États-Unis, c'est très difficile d'avoir le soutien pour être sur le scrutin de vote. Il faut, par exemple, des milliers de signatures, ça dépend de l'État. C'est intéressant que Robert F. Kennedy Jr., il est sur le scrutin dans les États swing, dans les États clés seulement.
Pourquoi? Parce que beaucoup de gens voient son nom, Robert Kennedy Jr., ils pensent à son père, ils ne savent pas que ses idées sont contraires de celles de son père et il peut gagner 8, peut-être 9, 10% du vote et ça peut être la différence clé dans ces États clés. Alors ça, c'est vraiment l'intention et le plan des républicains de le soutenir dans ces élections. Merci beaucoup, Calvin Dark. Merci d'avoir été avec nous. Et ce qu'on peut vraiment retenir, c'est qu'il y aura bien un remake, sauf grande surprise, un remake de 2020, Trump contre Biden, en sachant que les sondages donnent Trump gagnant. Hein. Merci. Oui, oui. Merci. Et je crois aussi, il faut signaler qu'on n'a pas un vote populaire, c'est par État. Et alors, le sondage au niveau national, ce n'est pas exactement important. Exact, on l'a bien compris en 2020. Faites Boutal, merci beaucoup. Merci. Merci à vous également, Sidré Saïsaoui. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.